En manchette, dommages importants causés par l'incendie sous le pont du Buc, il restera fermé jusqu'à jeudi. Et Robert Hakim prétend qu'il ne savait pas que l'équipement acheté n'avait pas été livré. Ici Andréane Larouche, bienvenue à ce web journal du mardi 10 décembre 2013. En raison de l'incendie qui s'est déclaré hier soir, le pont du Buc qui relie les secteurs de Chicoutimi à Chicoutimi-Nord restera fermé au moins jusqu'à jeudi. Ce délai permettra aux ingénieurs de réaliser d'autres analyses pour préciser l'état de la structure du pont. Marie-Lou Ringuette, vous avez assisté au point de presse cet après-midi. Qu'est-ce que les ingénieurs ont constaté? En fait, Andréane, l'incendie a endommagé la structure métallique du pont du Buc. Donc, pour l'instant, les ingénieurs considèrent qu'il est trop dangereux de circuler sur le pont. Le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, a annoncé aujourd'hui que la structure du pont du Buc a subi des dommages importants. Les ingénieurs du ministère ont inspecté le pont et ont constaté que la chaleur a déformé le pilier touché par l'incendie. C'est d'ailleurs sur toute sa longueur que le pont est endommagé. Le ministre Gaudreault souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible. Moi, je travaille avec des scénarios court, moyen et long terme. Dans le court terme, dans le très court terme, là, et là, c'est là-dessus qu'on est à temps plein, c'est rétablir la circulation sur le pont du Buc actuellement. Pour l'instant, deux solutions s'offrent aux 50 000 personnes qui empruntent quotidiennement le pont du Buc. Ils peuvent traverser le pont piétonnier Sainte-Anne ou passer par la municipalité Chipcha, un détour de 42 km. La ville a d'ailleurs mis en branle des mesures d'urgence pour faciliter la vie des gens. On a mis les services de la ville en branle, puis ça a fonctionné. Parce que là, aujourd'hui, même si on a un problème de circulation, là, ben, les services sont tous sur un pied de guerre, puis ça va bien. Parmi ces mesures d'urgence, un service de navette est offert gratuitement par la STS à l'entrée et à la sortie du pont Sainte-Anne. Les véhicules d'urgence ont également le droit de traverser le pont du Buc. Du côté de la population, certaines personnes craignent que la fermeture du pont se prolonge. On prend ça en riant, mais peut-être qu'après 2-3 jours, on va prendre ça en pleurant, mais pour l'instant, ça va bien. Ça va être très difficile, là. Je sais pas où mettre les enfants présentement, là. Puis là, il fait froid dehors, hein. Traverser tout ça, là. Pour l'instant, le ministre Stéphane Bédard demande la collaboration des employeurs et des personnes qui habitent à Chicoutimi-Nord jusqu'au retour à la normale. Sylvain Gaudreault et Stéphane Bédard tiendront une autre conférence jeudi prochain pour donner plus d'informations sur la suite des choses. Chose certaine, leur priorité est de rétablir la circulation le plus rapidement possible. Marie-Lou Ringuette, ATN Nouvelles, Saguenay. La fermeture du pont du Buc entraîne une véritable commotion dans le secteur et ravive les débats sur la possibilité de construire un nouveau pont sur la rivière Saguenay. Nadia Lemieux, c'est toute la ville qui est touchée par la situation. Oui, Andréane, parce qu'il faut dire que le pont du Buc est la route la plus achalandée de tout le Saguenay, avec près de 50 000 véhicules qui le traversent chaque jour. Donc, ça vient vraiment créer une paralysie qu'il soit fermé, autant au niveau des emplois, puisque certains n'ont pas pu se présenter au travail et d'autres sont arrivés en retard. Les deux commissions scolaires, celle de la Jonquière et celle des Rives du Saguenay, ont dû fermer leurs portes en raison du transport scolaire et le cégep de Chicoutimi a aussi fermé pour la journée. Est-ce que les élus municipaux ont réitéré leur position? Oui, selon le conseiller Marc Peterson, qui s'est déjà battu par le passé pour un deuxième pont, ça vient vraiment confirmer ce qu'il pensait, puisque pour lui, avoir seulement un accès pour traverser de la Rive-Nord à la Rive-Sud n'est pas suffisant et enclave toute la population de la Rive-Nord. On écoute ce qu'il avait à dire sur le sujet. Un accès comme ça sur un pont, on enclave une population. Tout le trafic converge vers le centre-ville de Chicoutimi, même le trafic qui vient de Kenogami, ça passe par le boulevard Saguenay. Tout converge le matin, le soir, vers Chicoutimi. Et quelles raisons ont-ils évoquées pour se justifier? Alors, selon les conseillers Carl Dufour et Marc Peterson, ça pourrait être bien pire. Une autre catastrophe du genre pourrait survenir n'importe quand et le pont pourrait être fermé beaucoup plus longtemps que seulement jusqu'à jeudi. Donc, il faudrait un deuxième pont, surtout que depuis l'ouverture de l'autoroute dans le parc des Laurentides, il y a des véhicules, des camions qui transportent des produits plus dangereux qui traversent le pont. Et il faudrait donc un pont à l'extérieur de la zone urbaine pour la sécurité de tous. Effectivement, je vois que ça peut amener des problématiques beaucoup plus contraignantes que ça. Moi, je pense qu'effectivement, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on ait des analyses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus approfondies sur un deuxième pont.
En terminant, est-ce que la population a pu les conseiller? Oui, donc avant le feu sur le pont, Marc Peterson affirmait que 90 de la population de Chicoutimi-Nord l'appuyait, mais il est certain que maintenant, près de 100 va l'appuyer dans sa démarche. Merci, Nadia. Bienvenue. Le conducteur d'une remorqueuse happée par un véhicule ce matin à la sortie Saint-Hubert de l'autoroute 70 s'en tire finalement avec une blessure au dos. L'homme tentait de dégager une voiture du fossé lorsqu'il a été heurté. L'automobiliste fautif ne se serait pas arrêté après l'accident. Les policiers de la Sûreté du Québec cherchent toujours des témoins de l'événement et poursuivront l'enquête en collaboration avec la CSST. Le promoteur culturel Robert Hakim a déclaré aujourd'hui, lors de son procès pour fraude et utilisation de faux, qu'il n'avait jamais eu d'intention criminelle envers Patrimoine Canada et le Théâtre du Saguenay. Il prétend qu'il ne savait pas que l'équipement acheté chez Luminaire Expert d'une valeur de 68 000 $ n'avait jamais été livré pour la rénovation de l'auditorium du Four, maintenant le Théâtre Banque Nationale. Audrey Girard, comment ne pouvait-il pas être au courant? En fait, Robert Hakim, il dit, lui, qu'il n'a pas vérifié les équipements qui avaient été livrés. Selon lui, ce n'était pas son travail de le faire, mais bien le travail des fonctionnaires de la ville de Saguenay qui s'occupaient des rénovations de l'auditorium du Four. C'était à eux de vérifier la marchandise qui avait été achetée. Lui, dans le fond, il a signé les documents en pensant que la marchandise allait être livrée et ces documents-là affirmaient à Patrimoine Canada que la marchandise allait bien être livrée. Et dans ce cas-ci, pourquoi il n'a rien su? En fait, à l'approche du 31 mars 2009, Hakim a participé à une réunion qui regroupait différents fonctionnaires, différents professionnels qui ont tous souligné l'importance de présenter le plus grand nombre de factures possibles à Patrimoine Canada. Donc après, tous les professionnels sont partis chacun de leur côté. Ils ont commandé le matériel manquant. Ensuite, le responsable du service des immeubles à la ville de Saguenay, M. Michel Lévesque, a assuré à Robert Hakim qu'il pouvait signer la liste d'achat qui totalisait 850 000 $ et qui contenait la fameuse facture de 67 700 $ de chez Luminaire Expert. Selon son témoignage, M. Hakim ne décidait de pas grand-chose dans le projet, donc il croyait bien faire en signant le document. Puisque également un membre du conseil d'administration lui avait clairement dit que l'équipement était stock, c'est-à-dire que le fournisseur avait le matériel et qu'il allait être livré à l'auditorium du Four. Et qu'en est-il du 30 000 $ supposément disparu? En fait, Robert Hakim a formulé une demande de 30 000 $ au conseil d'administration de Théâtre du Saguenay afin de pouvoir faciliter la vente du cabaret, l'Opéra. Il croyait qu'en prêtant 30 000 $ aux nouveaux investisseurs, le Théâtre du Saguenay allait pouvoir se débarrasser plus facilement du cabaret. M. Hakim soutenait à ce moment-là chercher une solution au problème. Il avait donné une offre de remboursement dans le plan de relance qu'il avait présenté au CA du Théâtre du Saguenay, mais ce plan-là avait été refusé par le nouveau président Pierre Mazurette. À leur quatrième rencontre, M. Mazurette a exigé de Robert Hakim les 30 000 $ et sa démission. Merci beaucoup, Audrey Girard. Au plaisir. Le député du Bloc québécois dans Jonquière-Alma, Claude Patry, ne s'oppose pas à ce que Rio Tinto Alcan obtienne un meilleur tarif hydroélectrique. Selon lui, la demande des multinationales d'avoir de l'énergie à meilleur prix est justifiée par le coût de l'aluminium fixé à 1 700 $ la tonne. Il pense toutefois que les dirigeants doivent offrir des garanties en échange de ce privilège. Claude Patry demeure confiant que la situation de l'industrie régionale de l'aluminium va s'améliorer. Dans un autre ordre d'idées, le député Patry a obtenu l'appui de 55 municipalités de la région ainsi que 11 500 signatures à la pétition visant la conservation du bureau des passeports à Jonquière. Le gouvernement canadien a l'intention de le déménager dans les bureaux de Service Canada et évalue la possibilité de le fermer. Claude Patry attend la réponse de la greffière du Parlement pour déposer la pétition avant la fin de la session parlementaire. Le cofondateur et vice-président de l'équipe du Renouveau démocratique, Pierre Tousignan, a démissionné de son parti récemment. Il s'agit de la deuxième démission à survenir au sein du parti depuis les élections de novembre. Ma collègue Julie Bilodeau s'est entretenue avec la conseillère municipale de l'ERD, Josée Néron, afin d'en apprendre davantage sur la situation actuelle. Madame Néron, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir. Comment avez-vous vécu l'annonce de la démission de Pierre-Marc Tousignan?
Disons que c'est sûr que Pierre-Marc, lorsqu'il a donné sa démission, tout le monde au niveau du CA était déçu. C'est une personne qui était précieuse, mais on a compris que pour lui, il voulait passer à autre chose. Il était, c'est sûr, je crois, amer de certains événements par rapport aux élections et tout et tout. Donc, puis vous savez, dans une élection, il y a beaucoup d'énergie qui est donnée par les gens. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été donnée par le CA pour toute la préparation de l'élection. Pierre-Marc y a participé. La même chose pour M. Jacques Pelletier, qui était le président du CA. Donc, c'est des gens qui étaient fatigués aussi. Suite à l'élection, il fallait se placer en mode, on va dire, en mode entre deux élections. Je crois que ces gens-là avaient donné beaucoup à l'équipe de l'ERD, voulaient passer à autre chose. Donc, on a bien essayé de les retenir, mais on a accepté leur démission, puisque pour eux, ils étaient rendus là. Et on a remplacé au sein du CA par d'autres gens qui, eux, vont œuvrer justement pour... on a remplacé par des gens qui, pour l'instant, font l'intérim jusqu'au prochain conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée générale, où là, il va y avoir vote pour les nouveaux membres. OK. Puis au niveau ambiance, comment ça se passe au RD depuis la démission, justement, de Jacques Pelletier et de Pierre-Marc Cuisinian? Il y a eu une période de repositionnement. C'est évident que c'est, comme je vous le disais, deux personnes qui sont importantes au niveau du CA. C'est sûr que ça a fait des vagues parce qu'on perdait quand même deux personnes qui donnaient beaucoup de temps. Mais en même temps, il faut, vous comprenez, on s'est retourné de bord puis on s'est dit, bon, c'est une chose, ils sont partis. Maintenant, on veut aller de l'avant. Donc, on a retrouvé des gens qui étaient intéressés de mettre l'épaule à la roue. Et des gens qui étaient près de nous durant les élections. Et on continue avec ces gens-là, on continue la route, mais on parle quand même à Jacques et à Pierre-Marc. C'est des gens avec qui on est en contact. Et puis, qu'est-ce qui est ressorti du bilan après élection? Bilan après élection, bien c'est sûr qu'on a vu nos points forts, nos faiblesses. Je vous dirais qu'on est quand même très fiers. On a quand même ramassé 38 % du vote. On a réduit la majorité du maire actuel quand même de façon assez importante. On a réussi à élire 2 personnes. C'est sûr que comme tout le parti, on aurait apprécié en avoir encore plus, mais on considère que notre victoire est quand même très bien, très belle. Le bilan, c'est sûr que ce qu'on se rend compte, c'est qu'une élection, ça se prépare pas à la dernière année, ça se prépare 4 ans d'avance. Donc, on s'est dit que nous, on recommençait à préparer la prochaine élection le lendemain du 3 novembre, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Dès les premières séances du conseil municipal, vous êtes en quelque sorte démarquée en tant que représentante officielle de l'ARD. Comment gérez-vous ce rôle? De façon constructive. Pour moi, comme je l'explique depuis le début, je suis là pour apprendre et je suis là pour, si je dois voter quelque chose, je veux le voter en toute connaissance de cause. Je dois donner un consentement éclairé. Alors, si je sens que j'ai besoin de comprendre, eh bien, je pose des questions. Ce n'est pas nécessairement de l'opposition. Dans ma tête à moi, de l'opposition, c'est constructif. Ce n'est pas rien de négatif. Si je pose une question, ce n'est pas pour m'opposer, c'est pour bien comprendre parce qu'on m'a donné un mandat, les citoyens m'ont donné un mandat, c'est de voter pour eux. Donc, si je vote, il faut que je vote de façon, comment je veux dire, il faut que je prenne le temps de prendre une bonne décision. Et à ce titre-là, je le vis bien. Maintenant, je crois qu'il va y avoir des ajustements de la façon dont on me répond, mais pour le reste, je verrai avec l'avenir. Je reste positive. Et puis, vous êtes récemment objecté à la tenue des séances de ville sur l'heure du midi. Pourquoi? Tout simplement par souci, je vais vous dire, lorsqu'il y a eu suggestion de ce changement-là, sur le coup, on était en plénière avant le conseil municipal. Sur le coup, ça a tellement été rapide au niveau de la prise de décision, j'ai pas vraiment réalisé. On m'a tout simplement demandé, serais-tu disponible? J'ai dit oui, je pourrais m'arranger. Mais quand on est arrivé puis qu'on s'est assis devant l'Assemblée, eh bien là, je me suis dit, mais c'est eux qui vont avoir de la misère à être là. Et quand je me suis pas nécessairement opposée, j'ai dit, est-ce que ce qu'on est en train d'adopter là, si on se rend compte que ça pourrait gêner à l'assistance, que ça diminue le public, la présence du public, est-ce qu'on peut revenir sur notre décision? Et M. Tremblay m'a dit oui, c'est un règlement qui peut toujours être changé. Alors j'ai dit d'accord, alors on va essayer et on verra par la suite si on doit garder les séances sur l'heure du dîner. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas levé Pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour la prière lors du dernier conseil?
Tout simplement parce que je suis de ceux et celles qui croient que la religion et l'État doivent être séparés. Si on regarde dans les années passées, dans notre passé, je dirais dans le passé de l'humanité, on voit qu'à plusieurs reprises, ça n'a pas nécessairement toujours donné n'a toujours été un bon mélange. Et je suis une personne qui fait sa prière. Je le fais le soir, je le fais seule. Je n'ai pas besoin d'être entourée de caméras et je ne sens pas le besoin de le médiatiser de cette façon. Donc, pour moi, le conseil de ville, ce n'est pas un endroit pour une prière. Ça ne veut pas dire que je serais contre le fait que pendant 3 minutes avant le conseil, on fasse un temps de réflexion, chacun, tout dépendant de ce que chacun veut penser, pour se repositionner et se recentrer sur le pourquoi nous sommes là. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Néron. J'étais avec Mme Josée Néron, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Chicoutimi. C'est ce qui complète notre entrevue. Le spectacle Décembre de Québéquissime a attiré entre 5 et 6 000 spectateurs lors de sa 2e édition à la baie. La responsable des communications, Myriam Bouchard, dresse un bilan provisoire positif des 6 représentations qui ont rempli les places disponibles à près de 90 %. Elle explique ce succès par la réputation acquise depuis 11 ans et par le fait qu'il n'y aura pas de représentation à la baie l'an prochain. L'équipe se déplace au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal du 12 au 29 décembre. Le programme Excellence de l'Université du Québec à Chicoutimi organisera un marathon bénéfice le 7 février prochain au profit des diverses équipes sportives des Inuks de l'UQAC. L'événement vise à attirer une 50aine d'équipes formées de coureurs de tous les niveaux. Simon Proulx, comment les Inuks utiliseront-ils l'argent amassé? Eh bien, Andréane, l'argent amassé servira à embellir l'image des Inuks à travers le paysage sportif universitaire. Nommé le Marathon, l'événement vise à amasser 20 000 $ pour aider les Inuks à mieux performer face aux autres équipes dans le circuit universitaire. L'UQAC veut ainsi éviter que les étudiants qui souhaitent se perfectionner dans le sport à l'université s'exilent hors de la région. Okay. Les Inuks ont grandi depuis 2006. On est rendu à 9 équipes et on a de plus en plus besoin d'argent pour fonctionner, leur budget de fonctionnement. Donc, on invente un peu des moyens de financement pour les Inuks. Et la nouveauté cette année, c'est le marathon des Inuks. Le directeur du programme, Mario Ruel, explique comment l'argent sera géré. Je dirais que principalement au niveau du transport et de l'hébergement et de la professionnalisation des entraîneurs. On regarde, plus on veut que nos équipes performent, plus on doit avoir des entraîneurs compétents. À ce moment-là, des entraîneurs à temps partiel qu'on est capable de rémunérer encore mieux, bien, on peut avoir des entraîneurs qui devront un jour un emploi plus plein temps comme entraîneur. À ce moment-là, ils deviennent encore plus compétents. Le marathon pourra se faire en équipe de 4 à 8 personnes pour rassembler autant des coureurs plus occasionnels qu'endurants. Pour atteindre leur objectif, les organisateurs visent à attirer 50 équipes. Et tout ça, on demande aux gens de ramasser 10 $ par kilomètre qu'ils vont faire, donc pour une inscription de 420 $. Et on veut avoir 50 équipes, donc à la fin, on devrait être bon pour remettre 20 000 $ aux équipes des Inuks. Le marathon se déroulera le 7 février prochain et les inscriptions peuvent se faire sur le site Internet de l'UQAC. C'était Simon Proulx pour ATM Nouvelles à Chicoutimi. Les gaillards du cégep de Jonquière en cheerleading se sont classés 4e lors de leur première compétition le 30 novembre dernier à l'Académie Saint-Louis à Québec. Alexandre Fauché en a discuté sur le plateau avec le responsable des sports du cégep de Jonquière, Steve Dufour. Voici l'entrevue. Les gaillards du cégep de Jonquière en cheerleading se sont classés 4e lors de leur première compétition le 30 novembre dernier à l'Académie Saint-Louis à Québec. Pour en savoir plus sur ce nouveau programme, je reçois le responsable des sports du cégep de Jonquière, Steve Dufour. Monsieur Dufour, êtes-vous satisfait de cette première performance? Tout à fait. Écoute, je te dirais même, pour être tout à fait honnête, peut-être 2 ou 3 semaines avant le début de cette première compétition-là, on ne se sentait pas prêt nécessairement. Écoute, c'est tout nouveau le cheerleading. Moi-même, en tant que responsable des sports, je ne connaissais pas ça beaucoup, fait j'apprends.
On me dit que c'était normal un peu, même 2-3 semaines avant, de pas tout à fait être prêt, mais on sentait une certaine nervosité. C'était notre première année. On n'avait pas nécessairement d'attente très, très élevée en début d'année. C'est sûr qu'on voulait faire une belle performance. C'est milieu de peloton, je pense que ça pouvait sembler intéressant. C'est ce qu'on voyait arriver. On a fait l'ajout de 3 gars 2 semaines avant la dernière, puis les gars ont amené une dimension, parce qu'à peu près tous les programmes de cheer au Québec ont des garçons. Il y avait nous puis le cégep de Lévis-Lauzon qui n'avait pas de garçons. Mais on savait qu'en première année, ça allait être un petit peu plus compliqué d'avoir des garçons, là, le temps que la discipline se développe un petit peu encore au secondaire. Mais écoute, on a fini 4e sur 13 équipes. Pour nous, c'est inespéré. Puis pour avoir parlé aux entraîneurs, je te dirais que notre première performance a été un peu coup-ci, coup-ça. Notre deuxième a été excellente. Ça frisait presque la perfection. Et une meilleure performance, le premier coup, si je peux dire, on aurait peut-être mieux fini 3e. On a fini, je pense, à 5 points de la 3e position. Donc, on a fleuri le podium, un top 3 première compétition. C'est très, très bien pour nous, là. Et pour les gens qui pensent peut-être que le cheerleading consiste seulement à encourager une des équipes sportives, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste réellement la discipline? C'est pas du tout le cas. Ça existe, on ne se le cachera pas, tu sais, au football américain, même les Alouettes, au hockey, on le voit maintenant dans certains, au basketball, tu as des cheerleaders qui sont là pour encourager les équipes. Nous, c'était hors de question. Je te dis pas qu'à un moment donné, dans 2 ans, 3 ans, l'équipe de cheer, peut-être à la mi-temps d'un match de football ou de basket, va faire un petit spectacle pour démontrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, d'accord? Mais nous, pour nous, c'est important, c'est le sport du cheerleading, un sport de plus en plus populaire qui demande beaucoup d'habileté physique, d'habileté de gymnastique, de danse. Il faut être synchronisé comme il faut. Les garçons ont une belle importance aussi, ça prend du monde fort physiquement. Donc, nous, c'est important de développer le sport du cheerleading comme on le connaît et de faire un réseau et d'aller dans le réseau de compétition. Donc, c'était pas... Ça s'appelle... Nous, ce qu'on voulait pas, c'était des meneuses de claques. Le terme meneuse de claques, on l'a enlevé parce que ça, c'était pas ça qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était des filles et des gars qui font du cheer, qui participent à un réseau de compétition, puis qui sont une vraie équipe sportive, puis qui se développent, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'habileté, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer cette équipe? Tout à fait honnêtement, c'est le nombre de personnes qui sont venues nous voir. De plus en plus au secondaire, juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'il n'y a pas loin de 40 équipes, entre 35 et 40 équipes de cheerleading. Là, on part de secondaire 1, secondaire 5. Fait que veux pas, quand ces jeunes-là arrivent au cégep, hey, pourquoi il n'y a pas de cheer au cégep de Jonquière? J'avais une demande, ça faisait à peu près 2 ans. Sauf que moi, côté plateau, je n'étais pas capable de placer cette équipe de cheerleading-là. Donc, à un moment donné, on a commencé à négocier avec le club de gymnastique Jonquière-Jacot, qui ont été super ouverts, bien intéressants. Puis on a fait une entente pour prendre possession du plateau. Donc, en étant dans un centre de gymnastique, tapis de sol, sécuritaire, il y a des chutes, tout ce qu'il faut. Donc, on a des équipements d'entraînement avec la gymnastique. Donc, on a une belle collaboration. Et à partir de là, l'an passé, on a signé une entente de 2 ans avec Jacot. Le collège, j'ai dit, je pars du cheerleading, mais dessus, le collège a dit que oui, on y va. Il y a beaucoup de filles, de gars qui commencent à faire du cheer. Donc, je pense que ça peut être une belle équipe pour le cégep de Jonquière. Ils m'ont donné les sous nécessaires que ça prenait pour partir, parce que ça me prenait une base de sous pour partir, évidemment, aussi. J'ai réussi à trouver un coach là, qui fait très bien l'affaire aussi. Fait que, écoute, depuis cette année, que ça fait pas longtemps, on a commencé à pratiquer à la fin août, là, présentement. Là. Et est-ce que le camp d'entraînement a réussi à attirer un bon nombre d'étudiants? Ça a été surprenant un petit peu parce que j'avais fait une base, une présélection au mois de février et mars l'an dernier. Écoute, je me suis ramassé avec 55 filles qui ont donné leur nom. C'était génial. Et quand on est arrivé au camp d'entraînement, j'avais 52 filles présentes au camp. Et là, ce qu'on s'est aperçu en prenant les présences, c'est que sur les 55 qui avaient donné leur nom, il en restait 20. Les 30 autres, c'était toutes des nouvelles filles du secondaire 5 qui sont arrivées cette année. Ça, c'était rafraîchissant pour moi en disant « Oh, les filles continuent, puis ils montent tranquillement avec nous. » Donc, on a eu 50 filles au camp, à peu près. Il y en a qui sont partis tout seuls. Il y en a qu'on a dit que c'était plus difficile. Fait qu'on a gardé 30 filles cette année là, pour faire l'équipe des Gaillards. Puis on est une des plus grosses délégations au Québec. Il y a beaucoup d'équipes qui sont 20, 24. Nous, on est 33 filles cette année. Là. Bien, avec les gars qu'on a remplacés, on était à 33, là, ce qui est très, très satisfaisant. Donc, on voit que le cheer est à la mode. Puis on est un des seuls collèges au Saguenay-Lac-Saint-Jean à donner le programme de cheer. Puis on sait déjà que l'année prochaine, il y a des filles de Chicoutimi-du-Lac qui veulent venir au cégep de Jonquière pour faire du cheer. Et du côté de l'entraîneur, est-ce que ça a été difficile de le trouver? Non, parce que j'ai eu la chance qu'avec le club de gymnastique Jacot, eux autres voulaient avoir du cheer, voulaient collaborer, puis ils m'ont référé une personne que je connaissais un petit peu déjà, qui avait déjà une école de mini cheerleading. Pour elle a dû s'adapter cette session-là, parce qu'entre coacher du mini-cheer 5e, 6e année et là, d'aller à du 17,
de coacher une équipe de 30 personnes et plus, c'est de l'ouvrage. Juste au football, écoute, ils sont quoi? Ils sont 8 coachs. Là, il a fallu engager 2 autres adjointes pour s'occuper de tout le monde. Donc, Geneviève Sorel, qu'elle s'appelle, c'est elle qui a pris la barre. Écoute, on a trouvé une ancienne qui avait fait du cheer à les Patriotes de l'UQTR, une étudiante ici nous donne un petit coup de main. Fait qu'on a 3 entraîneurs présentement qui collaborent bien. Puis écoute, ils sont partis de rien, puis ils ont fait une équipe qui est quand même très bien pour le moment. Et en terminant, pouvez-vous nous rappeler quand sera la prochaine compétition des Gaillards? Prochaine compétition, c'est samedi le 1er mars. Donc, toujours une compétition collégiale. Et souvent, on est jumelé avec le circuit universitaire. C'est ça qui est bien intéressant. Et cette compétition-là va avoir lieu au complexe Alphonse Desjardins à Trois-Rivières, là, dans un méga complexe arrangé pour le cheerleading. C'est notre prochaine compétition. Donc, Merci énormément, Steve Dufour. Ça fait plaisir. C'était Steve Dufour, le responsable des sports du Cégep de Jonquière. À la météo, Diana Bernard, on peut s'attendre à un temps assez doux sur l'ensemble de la région pour les prochains jours. Alors, Andréane, c'est sûr que la température baisse à vue d'œil, mais un beau manteau très chaud fait absolument bien l'affaire. Maintenant, pour les prévisions, il fait présentement moins 7 degrés au Saguenay. C'est nuageux avec éclaircissement et averses de neige isolées. Pour cette nuit, on attend un minimum de moins 13 degrés et pour ce soir, ça va être un petit peu plus froid. Alors, prévoir un dodo beaucoup plus chaud que d'habitude parce qu'on attend un maximum de moins 19 degrés. Pour les prévisions à long terme, maintenant, la journée de demain est quasi semblable à celle d'aujourd'hui parce que ça va être nuageux avec éclaircissement et averses de neige par moment. Et on attend un minimum de moins 11 degrés avec un maximum de moins 17 degrés. En ce qui a trait au lac Saint-Jean, pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec un minimum de moins 11 degrés. Et pour la journée de demain, ça va être généralement nuageux avec 60% de probabilité d'averses de neige. Le dégagement va se faire tard en soirée. Le vent va provenir du nord-ouest à 20 km/h et on attend un maximum de moins 11 degrés. Et si ce n'est pas déjà fait, on vous rappelle que dimanche, ça va être la dernière journée pour installer vos pneus d'hiver. C'est le temps de le faire. Merci beaucoup, Diana. C'est ce qui conclut ce web journal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Au revoir.